Excusez-moi, auriez-vous par hasard un gâteau de la veille pour mon anniversaire? Murmure la petite orpheline. Un millionnaire la remarque et pose un geste qui bouleverse tout le monde. Est-ce que vous auriez un gâteau de la veille? Les mots s'échappent à peine des lèvres de Léa, un souffle si léger que Manon est obligée de se pencher au-dessus de la vitrine étincelante pour la déchiffrer. La boulangerie-pâtisserie La Douce Vie est en pleine effervescence. Il est 3 heures de l'après-midi un samedi, et le doux murmure des conversations raffinées emplit l'établissement aux boiseries chaudes et aux luminaires dorés. Le cœur de la petite fille bat à tout rompre, un écho si puissant qu'elle est persuadée que l'assemblée entière peut l'entendre. Manon Dubois, sanglée dans son impeccable tablier gris, son sourire professionnel aux lèvres, cligne des yeux, désarçonnée. « Pardon, ma puce ?» Léa agrippe les lanières de son sac à dos usé, ses articulations blanchissant sous l'effort. À seulement 9 ans, elle a déjà compris que le monde se montre rarement clément envers les enfants comme elle, ceux sans parents, sans argent, sans rien d'autre que des rêves démesurément grands pour leurs existences minuscules. Mais aujourd'hui est un jour singulier. Aujourd'hui, elle a mobilisé une bravoure qu'elle a mis 3 semaines à forger, tout ça pour un gâteau de la veille. Elle répète sa demande, la voix un peu plus assurée cette fois, malgré un tremblement persistant. Un de ceux que vous ne vendez plus. Voyez-vous demain, c'est mon anniversaire, et j'ai mis un peu d'argent de côté, mais ce n'est pas assez pour un œuf. Alors je me suis dit que peut-être, sa voix s'étrangle. La phrase reste en suspens. Des larmes pointent au bord de ses yeux, et elle lutte férocement pour les contenir, car elle s'est déjà sentie suffisamment humiliée en osant franchir le seuil de ce lieu qui n'est manifestement pas pour elle. Derrière Léa, les clients se sont tournés vers elle. Une femme ornée d'un collier de perles lève un sourcil empreint de réprobation. 2 hommes en costume échangent des chuchotements. Léa perçoit leur regard comme autant de piqûres dans son dos. Pourtant, Manon ignore les autres clients. Son attention est entièrement captivée par cette enfant incroyablement courageuse, car c'est ce qu'elle voit avant tout. Un courage brut, incarné, debout devant son comptoir, le menton relevé en dépit de l'humiliation qui empourpre ses joues. La chevelure brune de la fillette est impeccablement coiffée. Sa chemise rose est propre, même si elle flotte visiblement autour de sa silhouette menue. Une dignité émane de toute sa personne, et cette vision brise le cœur de Manon. « Quel est ton nom ?» demande Manon avec douceur, contournant le meuble pour s'accroupir à sa hauteur. « Léa, » souffle la petite. « J'habite au foyer pour enfants Saint-Martin. La directrice du foyer m'a exceptionnellement permis de venir seule aujourd'hui, parce que je lui ai juré de rentrer avant la tombée de la nuit et que je lui ai expliqué que c'était très important. » Installé à la table du coin, Nicolas Bertrand repose lentement sa tasse de café. Depuis 5 ans, depuis le décès de Valérie, il se rend dans cette pâtisserie chaque samedi à 15 heures. Invariablement la même table, invariablement seul, regardant la vie défiler derrière les grandes baies vitrées, s'efforçant de se rappeler la sensation d'être vivant. Mais à cet instant, pour la première fois en 60 mois, une fissure apparaît dans la carapace de glace qui enserre son cœur. C'est cette façon qu'a la petite de garder la tête haute, cette manière de ne pas quémander la pitié, mais de solliciter une simple possibilité. Elle lui rappelle l'homme qu'il était à 40 ans, face au banquier qui lui refusait son premier prêt hôtelier, refusant de baisser les bras même lorsque l'échec semblait inéluctable. Elle lui rappelle ce que l'on ressent quand on est invisible. Manon prend les petites mains de Léa dans les siennes. Léa, c'est un très joli prénom. Écoute, je vais être franche avec toi. Nous n'avons pas de gâteau de la veille. Madame Monique Leclerc, la patronne, fait don de tous les invendus à une banque alimentaire. Chaque matin, sans exception. Le visage de Léa se décompose. Elle acquiesce vivement, battant des paupières pour chasser les larmes. Je comprends, bien sûr. Merci quand même, madame. C'était idiot de ma part. Attends. L'interpelle Manon alors que l'enfant pivote pour s'en aller. Je n'avais pas terminé. Ce que je voulais ajouter, c'est que si tu repasses demain à 15 heures, j'aurai quelque chose de très spécial pour toi. Entendu ? C'est une promesse. Léa la dévisage, ses yeux emplis d'incrédulité. Vraiment ? Mais ça coûtera combien ? Je n'ai que 5 euros. Nous verrons ça demain, réplique Manon avec un sourire authentique, bien différent de celui, plus mécanique, réservé à sa clientèle exigeante. Allez, file à la maison avant la nuit. Une fois Léa partie,
s'éloignant à pas lents et se retournant par 2 fois comme pour s'assurer de la réalité de l'instant, Manon reste immobile, essuyant discrètement une larme du dos de sa main. Elle ne s'aperçoit pas que Nicolas a quitté sa table. Elle ne le voit pas s'avancer vers la caisse, où Monique Leclerc, la propriétaire de 62 ans, fait ses comptes. Monique, sa voix est basse, pressante. La petite qui vient de partir. Je souhaiterais régler un gâteau. Le plus beau que vous ayez. Monique Leclerc le dévisage avec ses yeux vifs qui ont tant vu en plus de 6 décennies. Monsieur Bertrand, vous qui n'adressez la parole à personne, voilà que vous désirez offrir des gâteaux à des fillettes que vous ne connaissez pas. Je la connais, rétorque Nicolas en sortant son portefeuille. C'est quelqu'un qui mérite que l'on pose les yeux sur elle. Je désire un gâteau personnalisé à son nom, décoré avec interrogé Manon sur les goûts de la petite. Monique observe une pause, soutenant son regard. Et ceci demeure notre secret. Manon ne doit pas savoir qui a payé. Dites-lui qu'un client anonyme a été touché, rien de plus. Monique Leclerc dévisage cet homme qui, des années durant, est venu s'asseoir seul dans sa pâtisserie chaque samedi. Cet homme qui ne sourit jamais, qui ne prononce jamais un mot de plus que nécessaire pour commander son café. À présent, ses yeux pétillent d'une lueur qu'elle n'y avait pas vue depuis une éternité. L'espoir. Ce sera fait comme vous le souhaitez, monsieur Bertrand, consent-elle d'une voix posée. Comme vous le souhaitez. Lorsque Nicolas quitte la douce vie cet après-midi-là, le soleil de ce petit village en Provence entame sa descente, embrasant l'horizon de teintes orangées et pourpres. Pour la première fois en 5 ans, il ne ressent plus le poids écrasant de la solitude. Pour la première fois en 5 ans, il a une raison d'anticiper le lendemain. Demain, une petite fille nommée Léa célébrera l'anniversaire qu'elle mérite. Et qui sait, peut-être qu'un homme qui avait désappris à vivre se rappellera qu'une magie insoupçonnée réside dans les plus simples gestes de bonté. Il est 15h02 à l'horloge quand Léa franchit en trombe la porte de la douce vie, le souffle court d'avoir couru les 3 dernières rues. Elle porte la même robe rose que la veille, sa seule tenue de fête, mais aujourd'hui, elle semble parée d'un éclat nouveau. C'est son anniversaire. Manon l'attend derrière le comptoir, et à l'instant où leurs regards se croisent, la pâtissière lui offre un sourire si chaleureux qu'il fait faire un bond au cœur de Léa. « Joyeux anniversaire, ma grande », lance Manon avant de s'éclipser en cuisine. À son retour, Léa en a le souffle coupé. Ce n'est pas un gâteau, c'est une œuvre d'art. Une pièce montée à 3 étages, nappée d'une crème immaculée, ornée de fraises fraîches et de délicates fleurs de sucre. Au sommet, calligraphié en chocolat, « Joyeux anniversaire, Léa ». Et tout autour, de charmants petits livres en pâte à sucre, un clin d'œil à la confidence de la veille sur son amour de la lecture. « Oh non, je ne peux pas accepter », bredouille Léa, les larmes dévalant déjà ses joues. « Madame Manon, je n'ai que 5 €. Ce gâteau doit valoir, il est déjà réglé », la coupe doucement Manon, sa propre voix trahissant une certaine perplexité. « Quelqu'un l'a payé hier. » Un client anonyme. Qui? Léa balaie la pâtisserie du regard, espérant presque voir surgir son mystérieux bienfaiteur. Manon fait de même, et son regard s'arrête sur la table du coin. L'homme au costume gris est là, comme hier. Il contemple son café, mais il y a dans sa posture, dans son immobilité, une attention si soutenue que Manon devine la vérité. « Reste là », dit-elle à Léa, et sans plus de cérémonie, elle traverse la salle d'un pas déterminé. Nicolas sent la confrontation arriver. Il lève la tête quand l'ombre de Manon se projette sur sa table, et sa première pensée est qu'elle possède le regard le plus expressif qu'il ait jamais vu, un mélange de feu et de douceur. « C'était vous », affirme Manon. « Ce n'est pas une question. »« Je ne sais pas de quoi vous voulez parler, mademoiselle », répond Nicolas calmement, bien qu'un imperceptible sourire se dessine sur ses lèvres. « Madame Leclerc m'a tout raconté. Le client anonyme qui offre un gâteau de 80 € à une enfant qu'il n'a jamais rencontrée. » Manon croise les bras. « Dans quel but? Vous espérez un article dans le journal local? Une médaille pour le philanthrope de l'année ?» Le sourire de Nicolas s'évanouit. Il se met debout. Il est plus grand que Manon ne l'avait supposé, et une lueur dans ses yeux gris la force à reculer d'un pas. Ce n'est pas de la colère, c'est une profonde tristesse. « Mon nom est Nicolas Bertrand », dit-il d'une voix sourde. « Je viens ici chaque samedi depuis 5 ans. Savez-vous pourquoi? » Manon secoue la tête, soudain mal à l'aise. «
C'était l'endroit favori de mon épouse. Valérie nous a quittés il y a 5 ans, le mois prochain. Il s'interrompt, avalant difficilement sa salive. Pendant 5 ans, je suis resté assis à cette table, parfaitement invisible. Le personnel me sert mon café sans jamais croiser mon regard. Les autres clients me contournent comme si j'étais un élément du décor. Et cela me convenait, j'avais appris à être invisible. Monsieur Bertrand, je ne savais pas, mais hier, poursuit-il, la voix légèrement altérée, j'ai vu une petite fille franchir cette porte avec plus de cran que la plupart des adultes que je connais. J'ai vu comment elle a tenu bon, la tête haute, alors que la vie lui a manifestement appris à ne rien attendre. Et j'ai pensé, il s'arrête, essuyant discrètement le coin de son œil. J'ai pensé que, pour une fois, il fallait que quelqu'un la voie. Il fallait que quelqu'un lui signifie qu'elle comptait. Le silence qui s'installe est si lourd que Manon entend les battements de son propre cœur. Commence-t-elle, sentant la honte l'envahir. Je suis sincèrement désolé. Je n'avais aucun droit de vous juger. J'ai simplement eu de mauvaises expériences avec des gens fortunés qui s'imaginent pouvoir tout acheter, y compris une conscience. Votre méfiance est légitime, concède Nicolas avec un sourire triste. Mais je ne cherche aucune rédemption, mademoiselle Dubois. Manon. Appelez-moi Manon. Manon, répète-t-il, et la musicalité de son nom dans sa bouche éveille en elle une sensation nouvelle. Je désirais seulement qu'une enfant sache que quelqu'un la voyait. C'est tout. Alors je vous prie d'excuser mon idiotie qui a failli tout gâcher. Manon lui tend la main. On fait la paix ? Nicolas saisit sa main. Sa paume est chaude et ferme. Paix conclue. Aucun d'eux ne réalise qu'il prolonge la poignée de main de quelques secondes, ni que Monique Leclerc les observe depuis son comptoir avec un sourire entendu, comme si elle avait prédit l'aube de cette histoire. 3 mois plus tard, une nouvelle routine s'est installée à la douce vie. Chaque samedi à 15 h, Léa arrive, son sac rempli de livres empruntés à la bibliothèque municipale. Elle s'installe à la table près de la fenêtre, jamais à celle de Nicolas, elle n'oserait pas et s'applique à ses devoirs tandis que Manon lui apporte un verre de lait et un biscuit de la fournée du matin. Et chaque samedi à 15h05, Nicolas Bertrand arrive. En fait, plus seulement le samedi. On le voit aussi le mardi, le jeudi, parfois en semaine, par le plus grand des hasards, lorsqu'une de ces réunions s'achève plus tôt dans les parages. Monique Leclerc est le témoin amusé de ce manège. Nicolas prend place à sa table attitrée, que Manon en est venue à considérer comme sa table. Quelle est ta lecture du jour, Léa ? Les 4 filles du docteur March, répond l'enfant sans lever les yeux. C'est l'histoire de 4 sœurs qui n'ont pas grand-chose, mais qui sont très unies. Cela te correspond bien, commente Manon en servant le café de Nicolas, qu'il n'a plus besoin de commander. Elle connaît ses préférences par cœur, noir, sans sucre, bien chaud. Leurs doigts s'effleurent lorsqu'elle dépose la tasse. Aucun des deux ne se presse de rompre le contact. Et vous, Manon ? Demande Nicolas, son regard gris posé sur elle, avec cette intensité qui la trouble. Que lisiez-vous à 9 ans ? Des livres de cuisine, répond-elle en riant. Ma grand-mère possédait un vieux carnet de recettes manuscrites. Je le dévorais comme un roman d'aventure. Il était une fois 3 œufs et une tasse de farine, Nicolas rit. Un rire franc, sonore, qui fait se tourner quelques clients. Manon réalise que c'est la première fois qu'elle l'entend rire de cette façon. Ma Valérie était ainsi, confie-t-il, et évoquer son prénom est moins douloureux. Elle lisait une carte de restaurant comme un recueil de poésie. Ce devait être une femme remarquable, dit Manon avec douceur. Elle l'était. Mais elle m'a appris que la vie devait continuer, qu'il était permis de ressentir à nouveau. Une tension palpable s'installe entre eux. Mademoiselle Manon, intervient Léa. Saviez-vous que c'était l'anniversaire de Monsieur Bertrand la semaine passée ? Manon est surprise. Ah bon ? Et comment le sais-tu ? C'est Madame Leclerc qui me l'a dit, répond l'enfant en haussant les épaules avec une candeur un peu trop parfaite. Léa, la reprend gentiment Nicolas, tout en souriant. Ce n'est rien d'important, ajoute-t-il vite. Je ne fête plus mon anniversaire depuis le départ de Valérie, achève Manon. Elle le contemple un long moment, puis s'éclipse dans son laboratoire. Elle revient 5 minutes plus tard avec un petit cupcake surmonté d'une bougie scintillante. Sans un mot, elle le pose devant Nicolas et attend. Il regarde le gâteau,
puis Manon. Ses yeux s'embuent de larmes contenues. Je ne me souviens pas de la dernière fois où quelqu'un, sa voix s'éteint. Tout le monde mérite d'être vu, monsieur Bertrand, lui rappelle Manon, reprenant ses propres paroles. Vous y compris. Nicolas ferme les paupières, souffle la bougie. Quand il les rouvre, son regard a changé. Il est empreint d'une nouvelle résolution. Le soir même, une fois Léa repartie et la pâtisserie fermée, Nicolas attend Manon sur le pas de la porte. Accepteriez-vous de dîner avec moi? Demande-t-il directement. Pas par reconnaissance, ni en simples amis. Mais comme une personne qui souhaite sincèrement apprendre à vous connaître. Sans le prétexte du travail ou d'une adorable petite fille. Le cœur de Manon s'emballe. Elle espérait cette invitation depuis des semaines, sans oser se l'avouer. Oui, murmure-t-elle. Avec grand plaisir. Le sourire de Nicolas illumine la ruelle sombre. Le vendredi suivant, Manon revêt sa plus jolie robe bleu marine, sobre et chic, et se rend au coin de rue convenu. Elle est un mélange de nervosité et d'excitation, comme une adolescente à son premier rendez-vous. C'est alors que la voiture arrive. Pas n'importe quelle voiture, une Citroën DS noire, immaculée, conduite par un chauffeur en livrée qui s'empresse de lui ouvrir la portière comme à une reine. À l'arrière, Nicolas l'attend, tout sourire, sans remarquer que le visage de Manon s'est figé. « On y va ?» demande-t-il. Manon s'installe en silence. L'habitacle exhale une odeur de cuir et de luxe. L'espace est si vaste qu'elle s'y sent perdue. C'est absurde, indécent, et cela lui rappelle terriblement son passé. Manon, un problème? S'inquiète enfin Nicolas, constatant son air fermé. Aucun problème, répond-elle d'une voix glaciale. Le trajet vers le restaurant est pesant, silencieux, rythmé seulement par le vrombissement feutré du moteur. Nicolas tente par 3 fois d'engager la conversation, se heurtant à chaque fois à des réponses laconiques. Lorsqu'ils arrivent enfin devant l'établissement, un de ces lieux où le prix d'un couvert dépasse son salaire mensuel, Manon se tourne vers lui. « Savez-vous » dit-elle, la voix dure comme l'acier. « C'était une mauvaise idée. Je vous remercie pour l'invitation, mais cela ne peut pas fonctionner. » Comment? Pourquoi? Nicolas est totalement décontenancé. Manon, si j'ai fait quelque chose, vous n'avez rien fait. C'est bien là le problème. Elle esquisse un rire, mais il est plein d'amertume. Vous m'avez simplement ravivé un souvenir que j'avais juré d'oublier. Bonne soirée, monsieur Bertrand. Elle quitte le véhicule avant qu'il n'ait pu réagir, le laissant abasourdi sur la banquette arrière, se demandant ce qui venait de se produire. Manon ne se présente pas à la pâtisserie le samedi suivant, ni le samedi d'après. Léa s'enquiert d'elle avec une mine soucieuse, et Nicolas ressent un vide immense. C'est finalement Monique Leclerc qui prend les choses en main, lui tendant un papier avec l'adresse de Manon et un regard qui signifie « Allez régler ça, imbécile ». Nicolas frappe à la porte de son modeste appartement un mardi soir. Quand Manon lui ouvre, les yeux bouffis et les cheveux relevés à la hâte, tout son discours préparé s'envole. « Je ne suis pas venu pour vous faire changer d'avis, dit-il simplement. Je veux seulement comprendre où j'ai eu tort. » Manon le laisse entrer, lasse de se dérober. Il s'appelait Stéphane, commence-t-elle, s'asseyant sur son canapé usé. Je l'ai connu à 24 ans, fraîchement diplômé d'une école de marketing. Il en avait 32. Il était cadre dans une société de high-tech. Issu d'une bonne famille. Nicolas s'assoit et écoute, sans l'interrompre. Au début, tout était parfait. Il était attentionné, généreux. Et puis, les choses ont changé. Il m'a inscrite à un cours de français que je n'avais pas demandé, parce qu'une femme de son rang devait maîtriser plusieurs langues. Il m'a offert une nouvelle garde-robe car la mienne était trop commune pour ces soirées. Il me reprenait en public si je me trompais de fourchette. Sa voix tremble. Il me traitait comme un projet, Nicolas. Comme un objet à parfaire, à polir, pour me rendre digne de l'accompagner. Manon, murmure Nicolas, choqué. Lorsque j'ai enfin trouvé la force de le quitter, il a juré qu'il avait seulement voulu m'aider à réaliser mon plein potentiel. Les larmes perlent sur ses joues. Alors, quand je vous ai vu débarquer dans cette voiture immense avec chauffeur pour m'emmener dans un restaurant où les prix ne sont sûrement pas affichés, j'ai eu l'impression de revenir 4 ans en arrière, et j'ai été prise de panique.
Nicolas s'agenouille face à elle et prend ses mains avec une infinie délicatesse. Écoutez-moi attentivement, dit-il d'une voix assurée. Vous n'avez besoin d'être ni amélioré, ni poli, ni changé. Vous êtes parfaite telle que vous êtes, fière, passionnée, un peu têtue, et brillante. Et si ma fortune vous fait sentir diminuée, alors au diable les voitures de luxe et les restaurants guindés. Vraiment? Manon rit à travers ses larmes. Nos prochains rendez-vous, ce sera frites saucisses sur la place du village. Promis. Et il tient parole. Durant les 2 mois qui suivent, Nicolas apprend à la séduire différemment. Ils font des promenades dans la nature, vont au cinéma l'après-midi, partagent une pizza au bistrot du coin préféré de Manon, où les tables sont en formica et la note modeste. Il comprend que le langage de son cœur n'est pas l'argent, mais le temps, l'attention, une simple présence. Léa s'épanouit en les voyant si complices, les surnommant « mes gens préférés », avec un sourire plus précieux que tous les trésors. Mais un jour, Nicolas fait un faux pas. J'ai eu une idée, lance-t-il un samedi autour d'un café. Que dirais-tu si j'aidais Monique à moderniser la boutique? On pourrait lancer un programme de dons de gâteaux pour les enfants du foyer de Léa, et tu en serais la responsable, voire l'associée. Le visage de Manon se crispe instantanément. Alors maintenant, tu veux aussi t'acheter une place dans mon travail? Quoi? Non, Manon, je pensais seulement, tu pensais qu'avec ton argent, tu pouvais tout arranger. Elle se lève d'un bond. Tu pensais pouvoir régenter ma carrière, ma vie, tout comme Stéphane a tenté de le faire. Ce n'est pas juste. Nicolas se lève à son tour, désemparé. J'essaie de faire le bien, d'être utile. Mais je ne t'ai rien demandé. Tu ne le vois pas? Des larmes de colère brillent dans ses yeux. Chaque fois que tu sors ton portefeuille, tu me renvoies à nos différences, au fait que tu peux t'offrir des solutions alors que je dois me battre pour tout ce que j'ai. Tu as raison, admet Nicolas à voix basse, abattu. Tu as entièrement raison. Après le décès de Valérie, l'argent est devenu mon seul outil. J'ai oublié comment être simplement là, comment créer du lien sans vouloir tout résoudre. Il la regarde avec des yeux implorants. Mais j'essaie d'apprendre, Manon. S'il te plaît, sois patiente avec moi. Le téléphone de Manon vibre avant qu'elle ait pu répondre. C'est Monique Leclerc, la voix affolée. Léa a eu un malaise ici. Les secours arrivent. Manon et Nicolas n'échangent pas un mot. Ils se précipitent vers l'hôpital, leurs mains se trouvant et se serrant instinctivement en chemin. Aux urgences, le verdict du médecin est sans appel. Léa souffre d'une malformation cardiaque congénitale non détectée. Une intervention chirurgicale est nécessaire de toute urgence. L'opération coûte environ 35 000 €. D'un réflexe, Nicolas déclare « Je prends tout en charge ». Non. Le coupe Manon avec une véhémence qui surprend l'équipe médicale. Tu ne peux pas régler ça avec un chèque, Nicolas. Ce n'est pas si simple. Mais elle risque de mourir. Et tu n'es pas son chevalier servant. Hurle Manon, avant de s'effondrer en sanglots. Ni l'un ni l'autre. La question n'est pas de savoir qui de nous deux est le sauveur. Depuis sa chambre, Léa, consciente mais affaiblie, entend leur dispute. Elle se tourne vers l'infirmière, son regard d'une maturité étonnante pour ses 9 ans. Ils se crient dessus parce qu'ils s'aiment? Demande-t-elle d'une voix fluette. L'infirmière lui offre un sourire mélancolique. Parfois, ma chérie, les gens qui tiennent le plus l'un à l'autre se font du mal sans le vouloir, parce qu'ils ont peur de perdre le bonheur qu'ils ont trouvé. Manon se présente chez Nicolas à 23 heures. Il pleut, évidemment. Quand il lui ouvre, il découvre une Manon détrempée, grelottante, les yeux rougis par les pleurs. « Je ne suis pas venue pour ton argent, dit-elle avant qu'il ait pu parler. Je suis venue te dire que je suis une imbécile. » Nicolas la fait entrer, lui donne une serviette et attend la suite. « Tu avais raison sur toute la ligne, » poursuit Manon, s'épongeant les cheveux d'un geste mal assuré. « Je ne te voyais pas, toi. Je voyais Stéphane, je voyais mes propres angoisses, et j'ai failli laisser ces fantômes détruire la plus belle chose qui me soit arrivée depuis des lustres. » Elle le regarde droit dans les yeux. « Tu n'es pas Stéphane, Nicolas. Tu es un homme bon, patient et authentique. Et j'étais si aveuglé par ma propre défense que je ne l'ai pas vu. Manon, concernant Léa, tu as raison aussi.
Elle a besoin d'aide. Pas de ton chéquier. Elle a besoin de nous, en tant que partenaires, pour trouver des solutions ensemble. Penses-tu que nous en soyons capables? Nicolas l'embrasse. Un baiser passionné, empreint de soulagement, de promesses, et de tous les sentiments inexprimables. Ensemble, nous sommes capables de tout, murmure-t-il contre ses lèvres. Les 3 mois suivants, il le prouve. Nicolas mobilise son réseau professionnel dans l'hôtellerie pour contacter le directeur d'un hôpital qui pilote un programme de chirurgie pédiatrique subventionné par l'État. Il ne s'agit pas de la charité de Nicolas, mais d'un dispositif existant qui nécessitait juste d'être activé par la bonne personne. De son côté, Manon met en place avec Monique Leclerc les « Après-midi gourmands », un atelier où les jeunes du foyer de Léa viennent s'initier à la pâtisserie le dimanche. Il ne s'agit pas de charité, mais d'opportunité. Et ensemble, ils patientent durant les 5 longues heures de l'opération de Léa, se soutenant l'un l'autre lorsque l'angoisse devient trop forte. Quand le chirurgien apparaît, le visage souriant, ils fondent en larmes. Mes gens préférés sont encore en train de pleurer? Demande Léa d'une voix faible en se réveillant quelques heures plus tard. Vous êtes de vrais acteurs. Manon rit à travers ses larmes en lui prenant la main. Nicolas prend l'autre. Comment vas-tu, ma puce? Demande-t-il. Comme si un bus m'était passé dessus, grimace Léa. Mais ça va, parce que vous êtes là. Elle observe leurs mains enlacées avec un sourire espiègle. Vous ne cachez plus que vous vous aimez. C'est mieux. Vous commenciez à m'énerver. Cette petite, Manon secoue la tête, mais elle sourit. Je vais enfin avoir une famille, c'est ça? Demande Léa d'une voix basse, soudain vulnérable. Même si ce n'est pas une vraie. C'est une vraie, promet Nicolas. La plus vraie qui soit. 3 mois plus tard, 1 an exactement après l'entrée d'une petite fille courageuse dans la douce vie, la pâtisserie est en fête. Léa, totalement remise et désormais experte en croissants, trouve Nicolas bien agité. Il consulte sa montre sans arrêt, jette des regards vers la cuisine, tripote sa cravate. « Qu'est-ce que tu nous prépares ?» finit par demander Manon en croisant les bras. « Monique, c'est le moment. » lance Nicolas. La propriétaire sort de la cuisine, un objet dans les mains. Léa pousse une exclamation de surprise. Manon est bouche bée. C'est un gâteau, visiblement confectionné par un amateur. Il est bancal. Le glaçage est maladroit. Les lettres en chocolat forment « Je t'aime », le « E » final ayant été sacrifié par manque de place. J'ai pris des cours en secret pendant 3 mois, avoue Nicolas en rougissant. Il est affreux, je sais. Il est parfait, murmure Manon, caressant le gâteau comme une relique. C'est le gâteau le plus parfait que j'ai jamais vu. Nicolas pose un genou à terre. Léa couine de joie. Manon Dubois, tu m'as appris que l'amour véritable ne s'achète pas, il se bâtit. Avec de la patience, de la présence, et des gâteaux ratés faits au milieu de la nuit. Il sort un petit écrin. C'est la bague de ma grand-mère. Ce n'est ni la plus chère, ni la plus grosse, mais elle est authentique, comme notre histoire. Veux-tu construire ta vie avec moi? Oui. Répond Manon, entre rire et larmes. 1000 fois oui. Alors qu'ils s'embrassent, Léa s'exclame, Burke. C'est dégoûtant, les adultes. Mais elle pleure aussi, de grosses larmes de bonheur. Attendez. S'écrie l'enfant en sortant des feuilles pliées de son sac. J'ai quelque chose pour vous aussi. Ce sont des diplômes dessinés au crayon de couleur. Diplôme officiel de parrain, et diplôme officiel de marraine, orné de cœurs et de fleurs. Acceptez-vous d'être mon parrain et ma marraine? Demande-t-elle d'une voix timide. Pour de vrai. Nicolas et Manon l'enlacent en même temps, formant un trio uni non par les liens du sang, mais par ceux du cœur. La fête improvisée rassemble d'autres jeunes du foyer, des habitués de la pâtisserie, et Monique Leclerc avec une nouvelle fournée de gâteaux. Nicolas prend la parole. Je suis en train de monter une fondation éducative. Elle sera gérée par un conseil local, et non par moi, afin d'aider à la formation professionnelle des jeunes placés en foyer. Manon enchaîne, et la douce vie va proposer un nouveau menu solidaire, où chaque part de gâteau vendu financera un cours de pâtisserie. Et moi, alors? Demande Léa. Toi, sourit Manon,
tu seras notre ambassadrice en chef. Le soir, alors que tout est rangé et qu'ils ne sont plus que tous les trois, Léa demande, alors, on est une vraie famille, maintenant? La plus vraie de toutes, affirme Nicolas. Même si ton père fait des gâteaux immangeables, ajoute Manon. Et proteste Nicolas en riant. Et à cet instant, dans cette petite pâtisserie de Provence, 3 êtres solitaires ont enfin trouvé ce qui leur manquait. Pas un sauveur, pas un projet, pas une solution. Simplement un foyer. La boulangerie-pâtisserie La Douce Vie n'a jamais semblé aussi radieuse. Des festons de fleurs blanches et roses poudrées ornent les poutres apparentes. Les tables ont été réarrangées pour former une allée centrale, menant du comptoir où tout a commencé à la grande baille vitrée baignée de lumière provençale. Une trentaine d'invités, pas plus, mais chacun est présent par affection sincère, non par convention sociale. Léa, du haut de ses 10 ans, resplendissante dans sa robe de demoiselle d'honneur lavande, avance sur l'allée en semant des pétales de rose avec un sérieux papal. Derrière elle, les adolescents du programme, après-midi gourmand, forment une aide d'honneur, leur cuillère en bois brandie, le sourire aux lèvres. Quand Manon apparaît, vêtue d'une simple robe en dentelle ivoire, sans voile, une simple couronne de fleurs fraîches dans ses cheveux, Nicolas a le souffle coupé. Monique Leclerc, qui officie qui d'autre? Est émue aux larmes avant même de commencer. Il y a 18 mois, commence-t-elle la voix chevrotante, une petite fille pleine de courage est entrée ici pour demander un peu de dignité sous la forme d'un gâteau de la veille. Sans le savoir, elle a réuni 2 âmes qui avaient oublié le goût de vivre. Nicolas prend les mains de Manon. Elle tremble. Ils tremblent tous les deux. Nicolas, dit Manon, la voix brisée par l'émotion, tu m'as appris que la fragilité n'est pas une faiblesse, que le temps partagé est le plus précieux des cadeaux. Que l'amour se tisse de petits riens, de cupcakes d'anniversaire, de gâteaux ratés au milieu de la nuit, de discussions franches qui font mal mais qui réparent. Manon, répond Nicolas, les larmes coulant sans retenue, tu m'as appris que tous ceux qui donnent ne cherchent pas à recevoir, que la bonté désintéressée existe, qu'il est possible de s'ouvrir à l'autre sans se perdre soi-même. Il sourit à travers ses larmes. Et tu m'as appris que même les gâteaux les plus moches peuvent être parfaits s'ils sont faits avec amour. Lorsqu'ils s'embrassent, devenus mari et femme, la pâtisserie retentit d'applaudissements. Léa crie plus fort que tous les autres, sautillant et agitant son bouquet. Le gâteau de mariage est une pièce unique. Une moitié est un modèle de perfection, témoignant du savoir-faire de Manon, pâte à sucre lisse, fleurs de sucre réaliste, finition impeccable. L'autre moitié est un chaos magnifique, œuvre de Nicolas, glaçage approximatif, décoration de guingois, et une tentative de rose qui évoque une créature marine. C'est le plus beau gâteau du monde, déclare Monique Leclerc en le découpant. Il est le symbole parfait de leur union. L'une apporte la technique, l'autre le cœur, et ensemble, ils créent quelque chose d'exceptionnel. Et proteste Nicolas en riant. J'ai aussi de la technique. Évidemment, mon chéri, lui répond Manon en lui tapotant la joue avec une fausse condescendance, provoquant l'hilarité générale. Plus tard, alors que le soleil décline et que l'ambiance devient plus intime, Nicolas retrouve Manon dans la cuisine. Elle contemple le comptoir où Léa a fait sa demande improbable 18 mois plus tôt. « À quoi tu penses ?» lui demande-t-il en l'enlaçant par la taille. « À quel point tout a changé ?» répond Manon en s'adossant à lui. « Il y a 2 ans, j'étais terrorisé à l'idée de faire confiance, persuadé que tous les hommes riches étaient comme Stéphane. Et aujourd'hui, je sais que l'argent ne fait pas l'homme. Tu t'en sers pour bâtir des ponts, pas des forteresses. Pour offrir des chances, pas des chaînes. » Elle se retourne pour lui faire face. « Tu m'as sauvé, tu sais. » « Non, » répond fermement Nicolas. « Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Tu m'as réappris à vivre. Je t'ai rappelé qu'il était bon de s'ouvrir aux autres. » Il regarde Léa, qui explique à un autre enfant l'art de décorer un cupcake. Et elle nous a rappelé à tous les deux pourquoi il faut toujours garder son cœur ouvert. Comme si elle avait senti leur regard, Léa lève la tête et leur sourit. Elle est enfarinée jusqu'aux sourcils, a du glaçage sur le nez, et incarne le bonheur à l'état pur. Et, les amoureux, crie-t-elle. Arrêtez de vous regarder et venez nous aider. On vous prépare un gâteau surprise. Un autre? Rit Manon. On n'a jamais trop de gâteaux, décrète Léa avec l'assurance d'une pâtissière de 10 ans. 6 mois après le mariage,
leur vie a trouvé un rythme harmonieux. Léa partage sa semaine entre le foyer où elle tient à rester car « mes copines ont besoin de moi » et les week-ends avec Manon et Nicolas dans leur nouvel appartement. L'adoption n'est pas encore finalisée, la bureaucratie est lente, mais ils forment déjà une famille à part entière. La fondation éducative de Nicolas, désormais une entité officielle dirigée par un conseil d'administration local incluant la directrice du foyer et Manon, a vu sortir sa première promotion. 3 jeunes ont été embauchés dans des boulangeries de la région. Un autre prépare le concours d'une grande école de cuisine, avec une bourse d'études. La douce vie a connu une modeste expansion, non grâce à un chèque de Nicolas, mais via un prêt bancaire que Monique et Manon, devenus associés minoritaires, remboursent grâce aux bénéfices du menu solidaire. Chaque dimanche, la pâtisserie grouille de jeunes qui apprennent, rient et se construisent un avenir. Et Nicolas, lui, a enfin compris que le meilleur des placements ne se chiffre pas en euros, mais en instants précieux. En après-midi du dimanche a initié Léa au monde des affaires pendant que Manon lui transmet ses secrets de pâtissière, en longue conversation avec sa femme où les silences sont aussi riches que les paroles, en geste de générosité anonyme dont il est le seul à connaître l'origine, car il a enfin intégré que le véritable don ne réclame aucune reconnaissance. Dans la cuisine de leur appartement, ils sont de nouveau couverts de farine, comme si souvent, affairés à mettre au point une nouvelle recette de gâteau aux 3 laits, une invention de Léa. C'est un carnage, annonce Léa avec entrain. Ça me rappelle le gâteau de mariage de papa, ajoute Manon avec malice. Mon gâteau était une pièce de collection, proteste Nicolas avec une fausse indignation. C'était un désastre plein d'amour, le corrige Manon en l'embrassant. Comme nous. Comme toutes les vraies familles, conclut sagement Léa. Et à cet instant, couverts de farine, au milieu d'un joyeux chaos, riant de leurs propres imperfections, ils sont l'incarnation parfaite de ce que l'amour véritable construit. Pas la perfection, mais l'authenticité. Pas un conte de fées, mais quelque chose de bien plus réel. Une famille choisie. Une douce vie. Un foyer. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir invisible? Comme Léa demandant son gâteau de la veille, ou comme Nicolas, seul à sa table pendant 5 ans? Ou peut-être, comme Manon, avez-vous érigé des barrières autour de votre cœur par crainte d'être blessé à nouveau? Cette histoire nous rappelle que les plus belles familles ne sont pas toujours celles du sang, mais celles qui naissent de petits actes de courage et de bonté. Si ce récit d'amour, de résilience et de seconde chance a trouvé un écho en vous, laissez-nous un j'aime et partagez-le avec une personne qui a besoin de se souvenir qu'il n'est jamais trop tard pour croire à nouveau. Votre commentaire peut inspirer des milliers d'autres personnes qui, comme nos 3 protagonistes, sont en quête de leur propre douce vie. Dites-nous en commentaire quel passage de l'histoire vous a le plus touché. Est-ce le moment où Léa demande le gâteau avec tant de dignité, celui où Nicolas s'autorise enfin à aimer de nouveau, ou celui où Manon comprend que tous ceux qui donnent n'attendent pas forcément quelque chose en retour? Et une question qui nous tient à cœur, de quel pays nous suivez-vous? Nous aimons savoir que nos histoires voyagent et touchent des cœurs aux 4 coins du globe. Si ce n'est pas déjà fait, rejoignez notre communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Chaque semaine, nous vous proposons de nouvelles histoires qui célèbrent la puissance de l'amour véritable. Votre présence parmi nous rend cette aventure encore plus belle.